Nous continuons notre exploration dans le Digital 2049, les 25 ans à venir dans le digital, avec Iman Benaoun. Bonjour Iman. Bonjour. Merci de participer à ce voyage avec nous. Alors Iman, on te connaît bien au sein du MBMCI, puisque donc tu fais partie de notre comité pédagogique. Vous savez, c'est ce comité qui, tous les ans, définit les grandes orientations et les changements pour notre programme. Tu as également animé de nombreuses masterclass ces dernières années. Donc, les alumni, les étudiants du MCI, du MBMCI te connaissent bien. Ils te connaissent bien aussi parce que chaque année, alors dans tes multiples activités, donc Aravati, le cabinet que tu diriges, publie une étude qui fait souvent date, parce que c'est l'étude donc sur les salaires du digital. Et il se trouve que justement, l'édition 2025 vient de sortir, et forcément, il est beaucoup question d'IA. Donc, on va regarder cette étude ensemble, parce qu'elle va nous permettre peut-être de pouvoir mieux se projeter dans les années à venir. Absolument. En fait, ce qu'on a voulu faire avec cette étude, c'est essayer d'identifier un peu l'impact de l'IA générative sur l'évolution des métiers dans le monde de la transformation digitale. Donc, il y a une partie un petit peu longue de contexte, etc. Mais je te laisse balayer si tu veux. Bien sûr. Hop. Alors, c'est parti. Alors, je vais effectivement balayer. Pardon, hein. L'édito est très bien, d'Iman, je vous invite Vous je vous invite lirez à le lire. tranquillement, hein. Mais effectivement, là, celle-là, elle est intéressante parce qu'on voit bien, en fait, cette accélération. On voit bien que, tu vois, sur les 25 ans qu'on vient de passer, et d'ailleurs, tu vois, c'est pas un hasard, tu vois, vous avez pris 2025, c'est une accélération digitale, mais pas que. C'est aussi une accélération humaine dans les compétences qu'on demande aux professionnels du digital, Iman. Tout à fait. En fait, on se rend compte qu'au départ, le digital était dans les agences. C'est les agences qui faisaient le digital pour les marques et pour les entreprises. Et puis assez vite, le digital ayant été perçu comme stratégique, il est rentré dans les entreprises. Ils ont commencé à internaliser les fonctions. Au départ, les fonctions de management sur les enjeux digitaux. Puis, on s'est dit que c'était quand même stratégique de savoir-faire en interne dans les entreprises et de maîtriser les assets. Donc, ils ont créé des postes de CDO et de travailler sur les transformations dans les entreprises. Puis les Digital Factory. Donc là, c'est toutes les compétences qui produisent des assets digitaux qui sont rentrés dans les grandes entreprises au sein des Digital Factory. Puis on était à ce niveau de maturité en 2015 quand il y a eu le Covid, qui a rendu le digital encore plus stratégique. Et donc là, il y a une accélération extrêmement forte. Et puis, ça a été le digital, pas que pour vendre ou pour communiquer, mais aussi le digital pour gérer les équipes, pour travailler, pour gérer les ressources, pour organiser le travail à distance, etc. Et donc là, c'est une nouvelle phase de transformation des entreprises. Et on se rend compte qu'il y a une hybridation des talents qui se fait à ce moment-là, avec du digital dans les DRH, de la data dans les équipes de Companbain, etc., etc. Et puis maintenant, cette transformation digitale est en plus impactée par l'IA, qui arrive et qui va accélérer et encore à nouveau permettre une nouvelle phase de la transformation, avec là un impact très fort sur tous les métiers. Le digital d'avant a transformé les cycles de vente, la manière de communiquer, etc. L'impact de l'IA aujourd'hui va être vraiment sur toute la manière dont on va travailler dans l'entreprise, dont on va apprendre, dont on va créer, dont on va, etc. Et donc, et ça va extrêmement vite, puisque c'est arrivé en 2022, l'émergence de l'IA générative, parce que l'IA existe depuis longtemps, mais elle était plutôt gérée par les DSI, les pôles data, etc. Elle était peu arrivée, entre guillemets, facialement dans les métiers. Et là, maintenant, la data devient cruciale dans tous les métiers. Et c'est une compétence qui va devenir une compétence à hybrider partout. Et autant, ça va être plus facile de faire plein de choses, on va moins avoir besoin d'être expert en code, etc. Mais on va être expert en compréhension des enjeux de l'algorithmie et de la data. Donc, ça demande une nouvelle manière d'appréhender nos métiers. Alors, on va voir ça effectivement C'est le début.
dans les slides suivantes parce que on va voir effectivement quels sont les top métiers, en tout cas identifiés dans cette étude. Mais tu vois, moi j'aime bien ce qui est écrit tout en haut, c'est qu'en fait, après la digitalisation qui était plus une transformation qu'une réelle rupture, en fait, on entre dans l'ère de l'IAisation qui, et d'ailleurs tu l'écris sous 2025, c'est une révolution qui est globale, puisqu'elle touche l'entreprise, le travail, la société, l'individu, et là on peut parler de rupture. Tout à fait. Bon, l'arrivée massive de l'IA, voilà, Bon, elle là, on est. a quelques slides de remise dans le contexte de l'étude. Donc, mais peut-être que voilà, l'IA, l'opportunité, il y a quelques chiffres, dans quel département elle a été le plus rapidement mise en place. À Voilà. lire, tu vois, on invite effectivement, tu vois, on va les passer rapidement, comme ça donnera envie tu vois, à ceux qui nous regardent en direct et en replay de consulter cette étude qui est évidemment disponible sur le site d'Aravati. Tout à fait. Eh oui, et c'est ça, vous êtes généreux, hein, tous les ans, vous êtes généreux, Absolument. vous offrez cette étude. Alors, justement, on arrive, hop, Non, tac, on continue. on On va continue. arriver maintenant à un chapitre qui est voilà, le bouleversement du futur du travail et qui là est intéressant. C'est l'impact de l'IA sur vraiment le quotidien du travail. Alors là, tu as une super punchline, qui est celle de Cécile Dejoux, qui dit: «Ce n'est pas l'IA qui va nous remplacer au travail, ce sont ceux qui savent s'en servir», et je pense que Mhm. là, ça y est, on a un avertissement. Mhm. Donc ça, c'était sur notamment, alors l'école blanc, c'était sur notamment l'activité du conseil, hein. On voit que les cabinets de conseil ont eux-mêmes, tu vois, étudié à quel point l'IA allait avoir un impact sur leur Dans métier leur à propre l'époque, métier. sur leur propre métier, ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui Mhm. veut dire que ils ont quand même de la justesse dans leurs analyses. Et on arrive voilà sur les top 10 des métiers transformés par l'IA. Alors, En on prenant voit, très large, hein, sur on prend tous les très large. environnements métiers. Voilà. Mais quand on regarde, tu vois, les métiers du marketing qui nous concernent au premier chef au MBMCI, vous écrivez que les tâches les plus courantes seront automatisées, ce qui est déjà en fait le cas. Donc c'est une accélération du processus qui est déjà en cours. Et donc les marketeurs, ils vont se concentrer sur des dimensions stratégiques et créatives de leur mission. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire, Simon? Mais ça veut dire que tout ce qui est, par exemple, si on prend les enjeux d'analyse, on dit toujours que les métiers du marketing digital sont des métiers dans lesquels on doit être extrêmement data-driven, focus sur des résultats, des KPI, on doit savoir mesurer, optimiser. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, même si c'est automatisé, même si on est outillé, etc. Clairement, consolider de la donnée, l'analyser, mais vraiment crafter en fait le sujet, le prendre sous tous les axes, ça prend énormément de temps à un humain parce qu'on a une multitude de données et qu'il faut installer des dashboards, Et tout ça, ça peut être facilité par l'IA. Ce qui veut dire que ce qui va être important, enfin par les IA génératives, elles peuvent pré-mâcher tout ça et apporter, entre guillemets, de l'information prédigérée. Après, il faut savoir lui dire ce qu'on veut qu'elle digère, les aspérités dont on a besoin. Et après, ce qui reste à faire à l'humain, c'est la réflexion. C'est ce qu'on appelait l'analyse. Parce que quand vous avez crunché de la donnée pendant 3 jours, vous ne savez même plus où vous en êtes à force de regarder. Et bien là, vous aurez plus à faire ça et vous aurez juste à regarder le dashboard, à redemander des questions, à aller chercher des précisions et pour vous faire une opinion sur ce que vous disent ces données et comment vous allez l'utiliser. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en A/B testing que ce que vous feriez jamais parce que ça prend beaucoup de temps. Mm. Et puis ça demande des masses de données, puis il faut faire tourner les systèmes, etc. Donc tous ces sujets-là vont être facilités et du coup, enfin, on va enlever de la charge et on va se focus. Enfin, ceux qui vont faire la différence maintenant, c'est pas ceux qui sont le plus à l'aise pour cruncher de la donnée. Ce qui va faire la différence, c'est ceux qui ont l'intelligence, le recul, le discernement pour tirer des enseignements et définir des stratégies en lien avec ces données. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de cette donnée? Qu'est-ce qu'elle m'apprend réellement? Qu'est-ce que je dois tester pour être sûr que mon expérience client, elle est au top? Je discutais avec une cliente qui est arrivée dans un nouveau job, qui est directrice e-commerce, et qui me dit, je suis dans une marque qui va super bien, qui est très belle, qui se vend très bien, qui fait des très beaux chiffres d'année en année en e-commerce. Et quand je suis arrivée et que j'ai demandé, OK, de quel pourcent sont les abandons de panier, quelle période du panier les gens s'en vont, etc. On m'a regardé avec des grands yeux en me disant, mais on ne mesure pas ça. Et elle Ouais. dit,
Bah, c'est dommage de ne pas le mesurer parce que clairement, voilà. Et donc quand elle a creusé et qu'elle a vu qu'il y avait 30 d'abandon de panier sur, la page au moment où vous choisissez le paiement, il y avait un module de paiement. Chaque fois que les gens choisissaient, ça ne marchait pas, ils abandonnaient leur panier, ils partaient et qu'ils en avaient 30. C'est dit qu'il y avait peut-être un petit upside à aller chercher. Voilà, clairement, c'est ça qui va être différent. C'est pas de mettre, enfin de passer son temps à analyser. C'est qu'est-ce que je fais de cette analyse? Qu'est-ce que je comprends de ce qui se passe? Quelles sont les questions que je dois me poser et auxquelles l'IA va m'aider à répondre pour prendre des décisions éclairées et pour être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus performant. Alors, Il y a ça. oui, alors, enfin, pardon de te couper, mais parce que ce que tu dis, en fait, ça fait sens avec également la formation. Et ce qu'on fait, nous, en tout cas, au sein du MIMCI, c'est qui est de former des managers du marketing digital. En fait, c'est de former des gens, et tu vois, tu l'écris, dimension stratégique et créative, en fait, qui sont capables de pouvoir utiliser un panel de ressources, que ce soit des ressources humaines, c'est-à-dire des équipes à manager, mais aussi des ressources technologiques, des outils Mhm. dont ils ont la maîtrise et qui vont venir servir un objectif qui est celui qu'ils auront défini, alors soit avec le top management, soit avec l'entreprise. En gros, c'est à la fois des dompteurs d'IA, des dompteurs d'outils, mais surtout des gens qui vont être capables de pouvoir co-construire le cap de performance de l'entreprise ou de leurs clients, hein, si c'est dans le cas d'agence, et surtout pouvoir tenir ses objectifs. C'est ça, Iman? Absolument. Et sur un plan créatif, aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez concevoir un studio, un environnement et produire des images ou des films d'une très grande qualité si vous savez ce que vous avez envie de faire. Donc, il faut avoir une dimension, enfin, il faut être créatif, il faut être cultivé, il faut avoir une vraie culture créative, je trouve, pour pouvoir innover et proposer des choses, et puis encadrer une IA qui permet de faire des choses que vous ne pourrez pas faire avec des moyens limités. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire de très belles campagnes grâce à l'IA générative en ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de moyens à investir sur le sujet. Mais la qualité de la création, ce n'est pas l'IA. La qualité de la création, c'est le cerveau qui va diriger l'IA et qui va la driver pour arriver au résultat, un résultat de qualité. Voilà. Alors, vous verrez que ce que dit Iman fait sens avec une de nos autres invitées de la conférence, qui est directrice artistique, qui vous racontera un peu comment elle travaille avec l'IA et comment elle voit justement les années à venir. Alors, on avance. On Donc, avance. encore, effectivement, alors, hop, 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 on avance, parce que, encore une fois, on vous dit, lisez cette étude, il y a plein, plein, plein de choses très utiles. Et là, il y a cette Une question. question qui fait peur. Et oui, Iman, est-ce que l'IA peut nous dépasser? Et donc, là, on a notamment ici, tac, euh, on va dire Et un là, on début de fait la réponse. distinction entre ce que fait l'intelligence humaine et ce que fait l'intelligence dite artificielle. Exactement. Voilà. Donc, les vraies différences, on a essayé vraiment de les faire ressortir par ici. On est loin, l'IA est encore loin de ce qu'on est capable de faire nous avec notre intuition, notre capacité à connecter des choses qui n'ont aucun lien entre elles et d'en tirer des enseignements ou des intuitions. Et puis notre esprit critique, notre capacité à s'autocritiquer, ce que n'est pas capable de faire l'IA. Il n'y a pas vrai ou pas vrai. Et donc, clairement, on le définit bien. Et si on continue, je crois que c'est après, on va faire ressortir. euh, donc, on parle quand même du danger de l'IA forte, hein, qui n'est pas Oui, encore arrivé et qui soi-disant, devrait, elle, encore mieux imiter le cerveau humain. Mais comme elle n'est pas encore là, je ne peux pas vous dire ce qu'elle en c'est ça. pense. C'est un peu, vous savez, Continuez à creuser. pour introduire cette conf, on a dit est-ce que l'avenir, c'est plus Internet ou Skynet? On est un petit peu là-dessus. Sauf qu'en fait, Ouais, cette IA forte, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemblera. voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une chose que ne fera jamais l'IA. L'IA n'a aucune éthique, n'a aucune déontologie et n'a aucune valeur. Ça reste typiquement humain. Et donc, si on classe en 3 catégories les skills, euh, les soft skills qu'on doit développer pour vraiment être capable de challenger les IA, vous les aviez un peu plus tôt. C'est ça, hein, c'est les comportementales, relationnelles, cognitives. Voilà, les 3 typologies. Eh ben, on le détaille et on les explique, hein. On explique vraiment ce qui va être indispensable. Et puis, il y a une slide après qui vous dit les compétences, les soft skills qu'on attendait hier, celle qu'on attend aujourd'hui et celle qu'on devrait attendre demain. Elle est ici. Donc, il y a 10 Celle-là, ans, voilà. voilà, la pensée critique. Bon, ce n'était pas un sujet dont on parlait beaucoup.
On commence à plus en parler aujourd'hui. Dans 10 ans, ça sera essentiel. Et donc, on a essayé de lister comme ça, sur ces soft skills, comment ça va évoluer, celles qui vont devenir essentielles dans 10 ans, qui sont celles à travailler. Moi, un des enjeux que je dis souvent, c'est oui, apprenez à travailler avec l'IA, mais aussi apprenez à vous connaître, enfin, à comprendre quelles sont vos compétences, vos points forts sur le plan de votre personnalité, de vos moteurs et de vos valeurs, et voyez comment vous allez les développer. Connaissez-vous. Et on n'a jamais autant parlé de développement personnel, mais avec de mauvais arguments, je trouve. Euh, L'enjeu, c'est bien se connaître pour développer ses points forts et également avoir conscience de ses points de vigilance et éventuellement les travailler, progresser sur ces sujets-là. Demain, la techno nous aidera tellement et va tellement faciliter les choses que ce n'est pas des compétences métiers qu'il faut qu'on développe, mais plutôt des compétences humaines et faire la différence avec les IA. Donc ça, On c'est va mon discours sympa. Oui, alors on va prendre quelques items parce que tu vois, tu nous parlais effectivement de la pensée critique, mais tu vois, quand on prend par exemple, tu vois, travail d'équipe, il y a 10 ans, c'était la Mhm, collaboration physique, donc au sein d'une équipe. Là, aujourd'hui, on est dans le numérique et l'hybride, voilà. Et mhm. puis dans 10 ans, ben, c'est collaborer avec l'IA. Donc c'est Ben, pas, ça sera collaborer avec les autres hommes quand même, en hybride ou en présentiel, mais également en y intégrant des IA. Et surtout les arbitrages. C'est-à-dire que demain, enfin, j'espère qu'on ne se laissera pas les machines arbitrer sur ce qu'elles font et ce que nous on fait. Ça sera toujours aux humains d'arbitrer et d'organiser, de découper les projets entre ce qui sera fait par les intelligences humaines et ce qui doit être fait par les intelligences artificielles et de limiter et d'avoir notre responsabilité. On parle dans l'IA Act de zones dangereuses à confier à l'IA. C'est-à-dire où est-ce qu'on a un risque si on confie le maximum de responsabilité à une IA, parce que les IA, on le sait, hallucinent, etc. Enfin, il y a quand même sur les IA génératives besoin d'être contrôlées, d'être vérifiées, etc. Et bien, clairement, l'enjeu demain, c'est sur ces secteurs où on a identifié une zone de risque, veiller toujours à être celui qui documente, celui qui vérifie, celui qui dispatche, etc. Alors, les deux derniers items de ce tableau, hein, Mm. c'est donc, il y a créativité et innovation que vous mettez ensemble d'un bloc. Il y a 10 ans, Mhm. c'était émergent. Aujourd'hui, Mm. c'est modéré. Voilà, Mhm. c'est important, mais c'est modéré. Dans 10 ans, ce sera essentiel. Et je Tout vais le à fait. rattacher avec curiosité, qui est Oui. enfin, En en dessous. conclusion en dessous. Modéré il y a 10 ans, essentiel aujourd'hui, et dans 10 ans, critique. Et en Mm. fait, vous précisez capacité à apprendre et à désapprendre, c'est-à-dire identifier une connaissance obsolète et la remplacer par une nouvelle qui sera à jour. Et hyper important, l'apprentissage continu. Alors moi, j'en parle déjà depuis longtemps sur le Oui, digital. Et c'est une de mes convictions fortes. Et c'était pour ça qu'on l'a mis en essentiel dans oui. les métiers de transformation. En revanche, avec l'impact de l'IA, ça va être encore plus grave, quoi. Alors, on avance. C'est pas un euh, vilain défaut, la curiosité. non, c'est pas un vilain défaut, mais ça correspond, en tout cas, comme vous l'avez bien fait dans ce tableau, en fait, à des compétences, à des soft skills Tout à fait. bien précises. Liées à l'apprentissage et Mm. à la formation. C'est cette formation continue. Je sais, Iman, que tu fais partie de ceux qui. Mais ça, c'est l'esprit digital. C'est l'esprit digital. Exactement. Le fait de savoir que ben, peut-être que dans 6 mois, ce que je suis en train d'apprendre, ce sera obsolète. Et encore 6 mois, je suis gentil. Euh, Vous faites effectivement donc un zoom sur les métiers en vogue. On va quand même en parler de quelques-uns, même si c'est les métiers d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire cet exercice dans 25 ans, 2049, mais ça donne quand même une tendance parce que euh, tu le dis, enfin, on le voit notamment sur les salaires, parce que beaucoup viennent voir l'étude pour regarder quels sont les salaires, combien on peut gagner. Là, ce que vous Donc, dites, rassurez, ils les auront à la fin. ouais, ce Il y a, sera à la il y fin. a des grilles de salaire, Il métier par il y métier, a des grilles. avec les niveaux d'expérience, etc. Voilà, donc ça c'est bien sûr très utile, hein, si vous souhaitez en tout cas vous positionner, vous repositionner. Mais il y a quand même un esprit général dans cette étude qui marque, on va dire, une rupture par rapport aux années précédentes et notamment à l'étude de l'année dernière, c'est qu'il n'y a plus cette inflation des salaires. Il n'y a plus, à Terminé. part sur les profils très tech, tu vois, notamment les data scientists, donc que vous traitez d'ailleurs dans l'étude, mais d'une façon générale, les salaires, en tout cas les grilles de salaire,
se sont à peu près stabilisés. C'est Tout ça, à Iman? fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché de l'emploi, c'est un marché comme un autre. Donc, il y a de la demande et il y a de l'offre. Et la régulation ou les prix se font en fonction de l'offre et de la demande. Mhm. Pendant quelques années là, l'offre était inférieure à la demande. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus d'offres d'emploi sur le marché que de candidats pour y répondre. Et donc ça a créé une inflation sur les salaires. Donc, temps 1. Temps 2, les métiers du digital ont souvent été des métiers récents, jeunes, et donc peu de gens formés. Et du coup, ça rajoutait à la pénurie. Ça, c'est Aujourd'hui, quoi? sur C'est certains 2010-2020, ça, grosso modo? C'est ça, c'est cette oui, on va décennie? dire 2010-2020. Et puis, une très forte inflation sur les salaires en 2021-2022, post-Covid, à cause du rattrapage et de la dimension stratégique qu'a gagné le digital lorsqu'on a été tous à distance. Donc, il y a eu vraiment 2021 et 2022 ont été des années extrêmement fortes en termes de demande. De collaborateurs sur les métiers de l'UX, de l'UI, du product, du développement, etc. Et du coup, ça a créé beaucoup de demandes avec des profils que les écoles n'arrivaient pas encore à livrer suffisamment. Et donc, ça a été extrêmement sympa. C'est la période des enfants gâtés où on pouvait tout se permettre dans les discussions, dans les entretiens, dans le niveau d'exigence. Et je veux être en full remote, et je veux ci, et je veux ça, etc. Et c'était le jeu, et c'était légitime, on va dire. Après, il y a eu une stabilisation. Hein. Les écoles ont fourni du monde, les gens se sont formés, sont arrivés, et puis en même temps, la demande s'est un peu stabilisée. C'est-à-dire que ça y est, on a refait son UX, on a refait son site, on a refait son produit, on est plus dans l'amélioration que dans du build. Donc, il y a une stabilisation de la demande et en même temps, une montée, une arrivée sur le marché de profil qui savait répondre à la demande. Il y a quelques métiers où ça a toujours été un peu plus en tension, qui sont les métiers de la tech, et les métiers de la data. Aujourd'hui, en plus, avec les métiers de l'IA, les métiers de la data sont ceux qui deviennent des métiers IA, donc il y a une tension qui s'entretient là-dessus. Euh, donc, aujourd'hui, il y a eu l'année dernière l'inflation, une inflation extrêmement forte en France, et donc, du coup, une demande d'augmentation de salaire qui a été assez forte, alors qu'il y avait moins de tension sur le marché. Donc, un premier décalage. Et là, cette année, il y a moins de demandes, il y a moins de croissance, donc moins d'investissement, moins de nouveaux projets à driver, moins de confiance dans les entreprises. Donc, depuis mi-2024, le marché s'est un peu tassé, un peu calmé. Et là, on revoit un déséquilibre inversé, plus de candidats sur le marché que d'offres de job. Donc là, clairement, c'est terminé. Moi, je dis, la fête est finie. Hein. Alors, faites La alors, fête est effectivement, finie sur les salaires. oui, alors là, donc effectivement, tu parlais des métiers de la data et de l'IA, donc c'est la slide là qu'on est en train de montrer. Donc là, il y a Ça toujours une demande continue, forte sur les tout à fait. data scientists, LLM engineer, data stratégie, et aussi les métiers de la data stratégie. C'est quelque chose en tout cas qui est encore une fois très demandé. Mais quand Tout on à va passer les autres, et notamment ouais. c'était la slide Voilà. d'après sur les métiers du produit, tu vois, et des ops, là on voit que ça reste effectivement toujours Mais sous ça a tension, bougé. Ça veut dire ça bouge. qu'hier, on cherchait des UI, des Ouais. UX, et on n'arrivait pas à en trouver. Aujourd'hui, des UI, des UX, on en trouve beaucoup plus facilement. En revanche, ce qu'on a plus de mal, c'est ces nouveaux métiers encore, l'UX stratégiste. Là, on a plus de mal parce qu'il y a moins de gens qui savent gérer une stratégie du X. Les systèmes designers, parce que les UX, les UI, les UX, il y en a, mais des gens qui savent gérer complètement un système, c'est un peu plus compliqué. Et puis les product ops, qui est un nouveau métier. Et là, cela, voilà, il y a moins de monde, il y a une demande et on a un peu moins de monde. Donc, on voit que les salaires restent assez confortables sur ce métier. Le product ops, pour le résumer, c'est un product owner plus. C'est ça, Iman? Oui, il est capable d'englober la partie technique du projet. Il est à cheval entre les deux. Donc, il le gère de manière beaucoup plus globale. Alors, vous parlez aussi de nos amis les Ouais. DSI, hein. C'est sûr Avec que nous, une évolution, ça veut dire qu'avec l'IA,
les enjeux sont un peu plus techniques, des enjeux de cybersécurité aussi sur des projets de mise en place d'IA. Et ils ont laissé passer la vague du digital, ils se sont un peu fait avoir sur le sujet. Là, ils ne Oui. se laisseront pas avoir sur la vague de l'IA. Donc, ils ont embrassé les sujets, ils les ont pris en charge et ils ont réussi à faire progresser un certain nombre de choses. Et donc, il y a une espèce de bascule de la dimension stratégique, l'ownership des sujets de transfo, qui est en train de se décaler un peu vers les DSI. Alors tu vois, on parlait de la décennie passée et de la transformation hein, des métiers. Il y a notamment un job, tu sais, qui était un peu le job rêvé, qui était le CDO, c'est le Chief Digital Officer, qui était plutôt un job de communicant, de marketeur dans son rôle d'évangélisation, de réussir à embarquer l'entreprise et les équipes. Là, aujourd'hui, ce CDO, s'il n'a pas disparu, il est plutôt CIO dans le sens tech. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Oui, DSI, en fait, ils reprennent en main cette fonction de pilotage. tout à fait. Et les équipes qui conçoivent les systèmes d'IA dans les entreprises aujourd'hui sont plutôt rattachées à la tech, rattachées au métier. C'est ça. Alors, les métiers de l'IT, ils sont toujours là, évidemment. Hein. Nos amis les ingénieurs, ne vous en faites pas. Mais attention, il y a quand même une grosse progression sur le cyber. Hein. On voit Tout à que fait. les métiers cyber, c'est des métiers, alors c'est pas qu'ils sont en tension, c'est qu'ils sont particulièrement recherchés parce que justement cette digitalisation, cette IAisation, elle amène D'enjeux. de plus en plus de menaces. C'est ça, Iman, Et d'enjeux. et Et d'enjeux. d'enjeux de sécurité, etc. Les pentesters, si vous êtes pentester, vous avez beaucoup de sollicitations en général. C'est ça. On salue nos amis du MBA cybersécurité de Vinci. Voilà nos cousins. Voilà. Alors, J'irai les voir. dans les métiers de la RSE, alors effectivement, hein, vous avez toujours une approche qui est très Mais holistique. c'est Donc là, vas-y, C'est une Iman. transformation. En fait, hier, on en parlait peu, mais aujourd'hui, c'est une autre phase de transformation de l'entreprise. Donc, qui est souvent aussi aidée par des métiers tech, etc. Mais il y a un enjeu de transformation pour se mettre en œuvre sur améliorer son impact, etc. Et il y a d'un côté des métiers de la RSE qui sont assez demandés, parce que ce sont des métiers vraiment qui permettent de transformer les entreprises. Mais en plus, la dimension RSE dans tous les métiers est indispensable. Donc aujourd'hui, on a une petite prime aux gens qui se sont intéressés au sujet, qui se sont préoccupés du sujet, qui ont développé une compétence sur ces sujets, quel que soit leur métier. Les métiers de la data ont besoin de comprendre un peu leur impact environnemental et d'avoir une sensibilité développée là-dessus pour monter des projets en raisonnant en un impact le plus faible possible. Les métiers de la tech aussi et les métiers du marketing demain vont être challengés aussi sur leur impact et sur la meilleure manière de faire des campagnes, de faire des projets digitaux, etc., en étant sensibilisés à la manière dont je vais héberger mes images, l'accessibilité de mes sujets, etc. Donc, la dimension, entre guillemets, un peu éthique, environnementale, accessibilité, va être au cœur des métiers du digital. Et ceux qui seront bien, qui auront bien évolué, bien progressé, qui seront intéressés à ce sujet, ben, auront plus de chances en entretien de prendre les postes que ceux qui seront complètement euh, qui ne seront pas du tout Oui. intéressés aux items. Donc, la Alors, dimension compréhension va être très importante. sur les RH, tu en avais parlé aussi tout à Voilà, l'heure. il y a une Euh, hybridation. il y a une hybridation. Alors là, pour le coup, je pense qu'on peut parler de révolution pour les métiers des RH. On vous invite à aller voir effectivement cette slide. Il y a quelque chose qui est, enfin, qui fait partie en tout cas de tes expertises, parce que tu en as beaucoup, c'est le management de transition. Alors, on a toujours du mal à savoir ce que ça veut dire précisément. C'est quoi, Iman, le management de transition? Management de transition, il y a 3 cas de figure possibles. Un, une surcharge de travail, il nous faut quelqu'un en renfort mais d'un bon niveau, capable de piloter un sujet, un projet, une innovation, etc. Mais parce qu'on a trop de choses, on en a moins, peu d'émissions comme celle-là aujourd'hui. Oui, Mais les entreprises sont tellement à flux tendu en termes d'organisation d'équipe que si un manager part en congé mat ou en congé maladie ou décide de quitter l'entreprise, on ne peut pas laisser le poste vacant en attendant de trouver quelqu'un, etc. Donc là, on va faire appel à un manager de transition
pour remplacer quelqu'un en attendant de créer le poste, de retrouver quelqu'un ou en attendant qu'il revienne de son congé. Donc ça, c'est la deuxième raison de faire du management de transition. Et la troisième raison, c'est on a un sujet, on n'a pas les compétences en interne pour l'adresser, et donc on veut aller chercher quelqu'un qui va monter le sujet chez nous, qui va le démarrer, qui va le faire exister et qui va en confier ensuite le suivi à des équipes internes. Nous, sachant qu'on fait du management de transition jusqu'à maintenant plutôt sur des environnements, toujours nos métiers, hein, les environnements de transformation et de transformation digitale, transformation data, transformation IA, etc. Donc, toujours sur les mêmes environnements, mais il y a de plus en plus aussi j'ai besoin de réfléchir à une diversification dans mon métier, je n'ai pas les expertises, je fais venir quelqu'un en travail. Il y a des seniors aussi, des seniors advisors qui viennent aussi conseiller sur une transformation, etc. Le recrutement, enfin le recours en tout cas à ces managers de transition, il a explosé depuis le Covid. Il s'est bien développé depuis le Covid. C'est un vieux métier, le management de transition, mais historiquement, c'était un métier. Je veux restructurer une entreprise. Je prends un manager qui va venir, mais qui ne restera pas et qui va pouvoir couper des têtes, réorganiser, restructurer. Donc, historiquement, c'était ça. Et ça a évolué avec l'émergence de nouveaux projets. Et surtout, les entreprises ne savent pas si ce sont des postes qui vont pérenniser ou pas. Donc, comme ils ne savent pas s'ils vont les pérenniser, ils ne prennent pas de risques et ils prennent un manager de transition. Et puis, il y a un autre phénomène, il y a plein de gens qui n'ont plus envie d'être salariés dans des entreprises, qui ont envie de faire plutôt du build que du run. Et donc, ils se mettent en management de transition en disant, voilà, moi, je suis meilleur pour faire du build, faites appel à moi si vous voulez du build. Et puis, je fais mon projet, je le délivre, je suis à 200 à l'heure, je bosse 6 jours sur 7, etc. Mais après, je me repose 3 mois. Ça va aussi avec les nouvelles manières de travailler. Et fais puis, un sprint, on fait le sprint ensemble, et je récupère et puis je repars pour un autre sprint et je ailleurs. repars pour un autre sprint ailleurs, exactement. Donc, ces deux raisons-là fait qu'il y a eu une évolution de la demande sur les managements de transition. Un grand merci, Iman, d'avoir pris le temps de venir nous éclairer dans notre conférence digitale 2049. Alors, je remonte effectivement les slides de l'étude. Je vous rappelle, elle est disponible gratuitement sur le site d'Aravati. Il faut juste aller la chercher. Donc, c'est l'étude Aravati 2025 sur les métiers et les salaires du digital. Il y a plein de choses. Vous voyez, hop, vous parlez de salaire. Eh bien, regardez, je vous les fais défiler. Voilà, si vous voulez voir un petit peu en fonction de votre niveau d'expérience, quelles sont les fourchettes, tout est là. On en profite pour saluer ton équipe. Voilà. Merci. Euh, Merci. mais c'était super Merci à chouette. Et tous. puis, on espère te retrouver très vite en 2025. À bientôt. Au revoir, Merci. Iman. Au revoir.